Bonjour, bonjour. Merci d'être venu, de nous rejoindre. Donc, nous avons le plaisir et l'honneur d'ouvrir ce Global Industry avec la première table ronde consacrée à la data. Alors, la data, on est entouré de 5G, d'IA et de cyber, mais pourquoi la data? Justement, la data, parce qu'elle est au centre de tout ça, au centre. Sans cyber, il n'y a pas de data. Sans connectivité, il n'y a pas de data. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA? On peut améliorer les processus. Donc j'ai le plaisir d'avoir convié 4 témoins qui vont nous expliquer en quoi la data est essentielle pour les industriels. Donc je suis Éric Bertrand, je ne suis pas tombé. Donc je suis Éric Bertrand, je suis consultant en connectivité pour les industriels. Chacun va se présenter. Bonjour, Thierry Feuillerat, je suis responsable commercial pour chez Tulip. On présente peut-être un petit peu chacune des sociétés. Bien sûr. Donc Tulip, c'est une solution de digitalisation qui permet d'adresser des challenges au niveau de l'exécution de fabrication, gestion de tout ce qui est laboratoire, de tout ce qui est maintenance, etc. On parle de solutions MES, LIMS, mais avec une approche plus orientée sur métier. Puisqu'on est vraiment porté pour des solutions orientées vers l'humain et vers les gens, production, qualité, etc. Amélioration continue. Merci. Voilà. Bonjour, je suis Jean-Sébastien Maskiewicz de Hub One Data Trust. Hub One Data Trust est une plateforme de traitement et d'échange de la donnée, principalement pour le monde aéroportuaire. Et le monde aéroportuaire parce que Hub One, le groupe Hub One, qui est aussi présent dans le domaine de la 5G, est une filiale du groupe Aéroport de Paris. Merci. Donc, bonjour à tous, Thierry Dano. Alors moi j'appartiens au groupe Renault et sur la partie data, on déploie énormément de données, on collecte énormément de données parce que ça nous permet d'améliorer notre process. Et moi je suis ce qu'on appelle expert leader sur la partie industrie 4.0. Bonjour, et moi je suis Nicolas Cazeneuve de Sense. Et donc nous on a un éditeur de logiciels qui permet d'analyser les données brutes pour les industriels, donc beaucoup dans les transports, dans l'aéronautique, dans l'énergie. L'idée étant que la plupart des industriels collectent beaucoup de données mais ont souvent du mal à l'analyser. Et donc nous on va leur permettre de mettre à disposition la donnée brute à un maximum de personnes. Merci. Donc on va commencer tout de suite par une première question qui concerne la data et qui concerne les industriels. Mais pourquoi faut-il avoir une stratégie industrielle? Pourquoi est-ce essentiel de ne pas seulement connecter de la donnée? Thierry? Alors, je vais répondre au nom de Renault. Donc Renault, on a considéré que la donnée, la collecte de la donnée, c'était primordial. Et dans l'approche qu'on a retenue chez Renault, c'est d'avoir considéré la donnée collecter la donnée comme un enabler. Et derrière, l'usage qu'on va faire de la donnée va rapporter des gains. Mais la partie collecte de données est considérée comme primordiale et mandatory. Et dans ces cas-là, on peut transformer derrière. Collecter la donnée, c'est pas forcément se dire je vais tout collecter et je vais avoir besoin de, je vais dire on verra plus tard ce qu'on en fait. Non, c'est comment on trouve les bonnes solutions pour collecter la donnée au juste nécessaire pour en faire un usage maximisé. Une autre vision, cette fois de ADP, vision particulière. Alors effectivement, dans le groupe Aéroport de Paris, sur la question de finalement pourquoi avoir une stratégie data, il y a pour nous 2 axes qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est d'avoir une gouvernance de la donnée, c'est-à-dire savoir finalement quel est son patrimoine de la donnée, qu'est-ce qu'on est prêt à en faire, comment on est prêt à l'échanger. Et le deuxième axe qui nous paraît extrêmement important, c'est d'organiser cet échange de données, parce que avoir accès à ses propres données est déjà un enjeu important, mais les enrichir avec des données externes de son écosystème est absolument indispensable pour pouvoir faire un vrai pas qualitatif sur la digitalisation. Et c'est ce que l'on cherche à faire chez Hub One Data Trust. Merci. Pour nos 2 offreurs de solutions, avez-vous des exemples, Nicolas, davantage de cette stratégie data, des bénéfices de cette stratégie data? Oui, ce qu'on voit beaucoup, c'est que en général, comme il y a beaucoup de données qui sont collectées aujourd'hui, elles restent très souvent dans des data lakes. Et ce qu'on va faire avec beaucoup de nos clients, c'est de voir comment on peut traiter des grands volumes de données. Donc,
L'idée, c'est effectivement pas forcément de regarder toutes les données de la Terre. Là, un des problèmes, c'est quand même qu'on ne sait jamais quelles données vont être intéressantes aujourd'hui et à l'avenir. Donc il y a quand même un réel enjeu, de collecter toutes les données, de pouvoir les stocker à un coût qui soit moindre et de pouvoir analyser un très grand nombre de données, de les comparer à des historiques. Donc ce qu'on va faire, nous, soit dans l'aéronautique ou dans l'énergie, c'est de faire en sorte que toutes ces données soient accessibles au plus grand nombre, donc de pouvoir démocratiser cet accès, parce que très souvent, finalement, c'est des data analystes qui vont garder les données et la main dessus, parce qu'il y a une complexité des outils, et donc des équipes support, des équipes maintenance, des équipes R&D vont avoir du mal à avoir accès à toutes les données dont ils ont besoin par rapport à toutes les questions qui se posent dans une journée. Donc concrètement, un des avantages qu'on voit avoir un gros moteur en fait, d'analyse des données, c'est d'un coup de passer d'un monde où on a quelques personnes qui ont accès à quelques données à finalement faire en sorte qu'une équipe Customer Support puisse avoir accès à toutes les réponses et ne soit pas dans des suppositions. Et pareil pour la R&D, donc de pouvoir aussi comparer, de faire des détections d'anomalies, de la maintenance prédictive, mais en s'appuyant justement sur une donnée qui soit très solide, très structurée et un moteur qui permette d'avoir toute réponse sans aucune latence. Donc évidemment aujourd'hui en ajoutant des briques d'intelligence artificielle, notamment des agents AI qui vont permettre d'interroger cette donnée structurée pour faire en sorte que n'importe qui puisse avoir des réponses. Justement, cette donnée structurée, ça me paraît essentiel. Donc j'ose la question, c'est quoi, Thierry, une bonne donnée finalement ? Je vais répondre par rapport à ce que moi je vois en tout cas. Une bonne donnée, c'est une donnée qui va répondre à des enjeux que l'industriel a et à des problématiques qu'il veut résoudre. Alors, on a eu cette discussion en amont, justement, est-ce qu'il faut vraiment tout collecter ? Est-ce qu'il faut collecter par rapport à des besoins spécifiques ? Je reprendrai l'exemple peut-être que j'avais eu de Monsieur Industrie 4.0 d'un fabricant d'avions de moteurs français qui disait à ses équipes, justement, aujourd'hui, peut-être tout collecter, ça n'a peut-être pas de sens. Se focaliser sur certains cas d'utilisation importants et après enrichir tout ça, ça a peut-être plus de valeur. Et il faisait l'analogie du data lake, du lac, enfin plutôt du lac, il l'appelait comme ça, du lac de données qui commençait à déborder au bout d'un moment. Et ça, c'était un peu les coûts au final. Et qu'il faut peut-être aussi donner justement du contexte à ces données-là. Et ces contextes, c'est les challenges que vous avez, enfin les industriels ont au jour le jour, quoi. Et peut-être aller plus loin, parce qu'il y a des choses qu'on verra dans le futur, et justement avec des technologies que vous proposez. Moi, je voudrais rajouter un petit complément, parce qu'on a une expérience chez Renault sur la collecte de données industrielles. En fait, vous connaissez tous le monde des automatismes, hein. Chacun a un peu son dictionnaire, chacun a sa logique, et vous pouvez vous dire, je vais collecter, je vais utiliser de l'IA, et je vais visualiser. En fait, c'est une utopie, en fait, cette approche-là. Et en fait, le choix qu'on a fait chez Renault, par exemple, c'est de structurer la donnée à la sortie de l'équipement. Retenir un dictionnaire unique, se dire que chaque variable a un nom, se dire que la structure des données, elle est similaire d'une machine à l'autre et que vous savez décomposer un process en station, sous-station, équipement, et vous pouvez structurer la donnée. Et collecter des données de type contextualisation, comme ça a été précisé par mes collègues là autour de la table, là, la contextualiser, c'est extrêmement important. Si vous voulez avoir une vision qualité, par exemple, de la donnée, avoir la référence de la pièce qui circule à travers l'équipement, primordial. C'est primordial. Vous avez besoin de ces éléments-là. Et comme ça, vous pourrez adresser des cas d'usage aussi bien maintenance, sur une vue équipement et au process, ou des vues qualité sur une pièce fabriquée et un certain nombre d'éléments que vous pouvez raccrocher à des paramètres process que vous collectez. Et ces éléments-là, ils sont primordiaux. Si vous ne savez pas contextualiser votre donnée, ne la remontez pas, ça n'a aucun intérêt en fait. Et Nicolas, vas-y, si tu veux. Oui, non, tout à fait, c'est exactement ce qu'on voit. Et donc il y a une question d'ontologie de la donnée et de ce dictionnaire. Après, c'est toujours difficile. On l'a vu avec pas mal de nos clients qui, il y a 5 ans, avaient fait le choix de faire beaucoup de downsampling pour éviter d'avoir trop de données à héberger et de faire exploser les coûts. Sauf qu'aujourd'hui, ils se rendent compte que parmi les données qu'ils ont jetées, il y en a beaucoup qui seraient utiles aujourd'hui parce que les clés de lecture qu'ils ont aujourd'hui et les besoins sont très différents. Et notamment quand aujourd'hui ils comparent, ils ont besoin vraiment d'utiliser toutes les données quand ils émettent à 40 Hz. À l'époque, tout ce qu'ils ont jeté leur permet plus
de comparer les historiques. Donc, ils se privent d'énormément de choses. Et je trouve qu'il y a un des éléments qui est intéressant avec la donnée, c'est que il y a des informations qu'on vient chercher, mais il y a aussi, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, on peut apprendre énormément. Et l'apprentissage se faisant au cours du temps, c'est toujours un pari de se dire, je n'utilise pas tel type de données. Donc, c'est pour nous important de capter un maximum de la data brute, mais dans un contexte où elle puisse être réutilisée, et donc structurée de la bonne façon et pensée. Enfin, c'est un enjeu d'architecture au final qui est très, très, très fort. Vaste sujet, l'architecture. Pour un industriel, l'excellence, c'est vraiment important, très très important. Et ils n'ont pas attendu les données pour être dans l'excellence. En quoi les données leur permettaient d'aller encore plus loin dans cette excellence opérationnelle, Jean-Sébastien, par exemple? Oui, alors nous, on est évidemment baigné de plein de cas d'usage extrêmement concrets, parce qu'un aéroport, vous le pratiquez sans doute tous en tant que passager, c'est en permanence gérer des flux et des aléas. Et donc, pour pouvoir gérer des flux et des aléas, si on prend par exemple les opérations autour d'un avion sur un long courrier, par exemple, lorsqu'il est à son parking avion, il a à peu près un créneau de 2 heures pour se préparer. Et dans ce créneau-là, une quinzaine d'intervenants et de sociétés différentes vont venir pour charger les bagages, nettoyer la cabine, mettre l'eau propre, etc. Toutes ces opérations sont pour certaines interdépendantes les unes des autres. Et finalement, on a des prestataires qui savent assez peu où en sont de leur préparation les autres prestataires qui sont en colocation avec eux. Donc l'échange de données, c'est très concrètement nourrir dans le système informatique de chacun des prestataires des informations sur les opérations qui sont en train de se dérouler. Et là, on a vraiment des gains opérationnels qui peuvent être tout à fait importants. Mesurable, quoi, c'est tangible, il y a des chiffres. C'est très tangible parce que c'est la ponctualité, c'est la sécurité. Donc effectivement, lorsque on a à gérer la préparation d'un avion, en permanence, toutes les opérations sont mesurables et sont mesurées. Est-ce que Renault a cette problématique-là de l'excellence opérationnelle? On a exactement la même problématique en fait aujourd'hui. Pourquoi on collecte la donnée? Parce qu'on a des intérêts très forts autour. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, on parle beaucoup de maintenance prédictive, mais finalement, ce n'est pas forcément là où on a le plus de gains aujourd'hui. Où on a le plus de gains aujourd'hui, nous, c'est la qualité opérationnelle. C'est-à-dire quand on vend une voiture, qu'elle a un incident chez le client et qu'on veut retrouver finalement les paramètres process, et ben aujourd'hui, avec ce qu'on a connecté comme équipement industriel, on a connecté à peu près 15 000 équipements machines, donc c'est conséquent. On collecte à peu près 100 000 messages par seconde. Pour vous donner un peu la quantité, on est vraiment sur du big data. Et ces données-là, elles nous servent à faire de l'archéologie dans la data pour aller chercher sur un incident client quelle est la cause racine de la défaillance. Un paramètre process mal adapté, une modification qui a été faite sur une machine non maîtrisée. Et vous avez plein de débats comme ça. Et on peut qualifier aujourd'hui par des typologies de véhicules, comme on a les éléments de contextualisation, on a les numéros de véhicules, les numéros de pièces, on peut tout retrouver, on peut refaire le chemin inverse du véhicule dans le process et trouver la cause racine. On a plusieurs expériences assez sympas sur le sujet, sur de l'analyse. Et même aujourd'hui, on améliore nos processus qualité avec des collectes d'images qui sont issues des machines. Et on fait tourner de l'IA en batch, la machine vision en batch la nuit, sur des données collectées pour pouvoir aller chercher des problématiques qualité. Et on a quelques exemples comme ça de pins tordus, de carters cassés ou fêlés qu'on a détectés via de l'IA. Thierry, des exemples d'excellence opérationnelle? Alors ça, on en a plein, puisque nous, on est des fans de lean manufacturing et d'excellence opérationnelle. On vient de là. Juste un exemple, on est très présent dans l'aéronautique, donc des clients comme Saint-Gobain Aéronautique qui fabriquent les pare-brises des avions, des Airbus ou des Rafale ou autres. Le but principal, le premier projet qu'ils ont mis en place, c'était contextualiser de la donnée. Donc déjà, collecter de la donnée de contexte sur les dossiers de l'autre produit et après aller dans cette démarche d'aller chercher les données au niveau des fours, au niveau de qu'est-ce qui s'est passé dans le process et toujours dans cette logique pour eux des petits pas de lean et de s'améliorer au fur et à mesure. Donc
on est bien d'accord, hein, l'industrie aéronautique des fois parle de plus loin que d'autres industries qui sont beaucoup plus automatisées et beaucoup plus en avance sur cette collecte de données. Mais c'est aussi rappeler un petit peu ces enjeux d'industriels, se dire, et c'est ce qu'on a dit depuis le début, hein, peut-être que la base déjà, c'est d'avoir cette donnée de contexte et après de petit à petit aller chercher de la donnée intéressante et importante et qui va ramener de la valeur. D'autres exemples, Nicolas, de l'excellence? C'est vrai que ce qu'on voit beaucoup, donc, dans l'aéronautique, on a plusieurs clients qui sont des fabricants d'avions et qui vont avoir, par exemple, je sais pas, j'en ai en tête, qui a 14 000 capteurs qui émettent à 40 Hz. Donc sur une heure de vol, il y a des enjeux qui sont significatifs et il y a un besoin d'apprendre. Et ça rejoint un peu le cas de Renault, c'est-à-dire à partir de détection d'anomalies simples, comment on peut retracer et faire en sorte qu'on puisse anticiper toutes les pannes éventuelles à venir sur d'autres appareils. Mais finalement, dans tous ces enjeux de manufacturing, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un niveau global qui est hyper élevé. Et finalement, pour aller plus loin, c'est la data qui va permettre de passer d'une logique de j'attends que mon client m'appelle avec un problème à je vais pouvoir anticiper à l'échelle d'une flotte entière en ayant la visibilité sur tout ce qui se passe et en étant capable de réadapter en fonction. Donc c'est vraiment cette logique-là. Donc là, on a vu des retours sur un produit qui est développé, qui est mis entre les mains de clients très particuliers dans le cas d'avion, de Renault, etc., etc. Les exemples que vous venez de donner. Mais est-ce que ceux qui sont devant les machines ont besoin de la data, ont besoin de données? Est-ce qu'ils en ont besoin? Thierry, oui? Je vois que tu... Moi, je peux commencer. Vas-y. Donc oui, on a des exemples de mise au point, d'accélération. Avec un cycle... Alors en fait, quand vous installez une nouvelle machine, voire une nouvelle technologie, on a des problématiques de mise au point. Et d'avoir accès à la donnée, ça nous permet de qualifier très très vite les process et d'améliorer ce qu'on appelle le ramp-up, finalement la mise en opération, et d'aller chercher de la performance beaucoup plus rapidement en fait. Comment on va chercher finalement 100% de réussite pour éviter tout ce qui est déchets, tout ce qui est défaillance, et comment on s'appuie sur la donnée pour essayer de s'améliorer tous les jours et toujours plus vite. En fait, c'est toujours une question de vitesse. Et l'accès à la donnée nous donne la possibilité d'être bien meilleur sur la mise au point des machines et d'avoir finalement une logique de rebut minimisée. Donc on a des gains immédiats au pied de la machine, à aller chercher des paramètres process qui nous aident à comprendre. On a plusieurs débats aussi, nous, qui nous animent en fait aujourd'hui, parce je vous ai parlé un petit peu d'IA, mes collègues ont parlé d'un certain nombre de choses, on a parlé de data lake, mais finalement le premier intérêt de la donnée, c'est de pouvoir la visualiser. Et dans les étapes aujourd'hui, si on peut visualiser la donnée, on comprend beaucoup mieux comment fonctionne un process, et derrière, une fois qu'on a cette compréhension-là, on peut corriger, on peut s'améliorer, on peut vérifier, et ces éléments-là sont primordiaux. Donc en fait, on commence souvent par faire de la visualisation, je vois mes données, je comprends comment ça fonctionne et seulement dans une deuxième étape, je passe dans une logique de ce qu'on appelle business analytique. Je commence à faire travailler la data science ou les data analyses sur ces éléments-là pour aller chercher un peu plus d'intelligence en maillant plusieurs données. Et puis plus vous avancez dans votre maturité et plus vous allez chercher de l'IA pour vous aider et pour aller chercher des avantages encore plus importants. Et donc en fait, c'est tout un travail de maturation. Donc il y a un petit chemin à faire, un petit travail à faire au fur et à mesure pour monter en maturité et d'aller chercher des exemples de plus en plus importants et de plus en plus intéressants pour l'entreprise. Oui, dans le cas d'ADP, on est surpris qu'il y a des vrais industriels sur un aéroport. Ce n'est pas seulement des hôtesses. Exactement. Mais alors justement, là, je vais prendre un exemple qui n'est pas tout à fait du monde industriel dans les aéroports, mais qui est celui des boutiques. Et les boutiques, c'est extrêmement important parce que ça contribue à financer l'outil industriel qu'est l'aéroport. Et c'est très attendu aussi dans l'expérience du voyage qui est vécue par le passager. Et à la question, donc, est-ce que l'on intègre les opérationnels dans le partage de la donnée, dans sa visualisation? La réponse est clairement oui. Pour que les cas d'usage soient efficaces et finalement se répercutent sur le terrain par un meilleur accueil, par exemple, et ben, dans le cas des boutiques, ce qu'on a mis en avant, et on a fait des traitements pour des grandes marques qui sont présentes sur les aéroports parisiens, c'est qu'il y a quelques occasions de vente qu'il ne faut pas louper. Ces occasions de vente, elles sont liées à certains types de passagers sur certaines destinations.
Et aujourd'hui, en fait, le personnel dans les boutiques était assez aveugle de ce qui allait se passer dans une journée. Finalement, ils étaient un peu organisés comme dans une boutique de ville, c'est-à-dire le flux n'est pas très prévisible et on ne sait pas très bien qui va rentrer dans la boutique. Or, le flux aéroportuaire, il est extrêmement prévisible et on sait très bien qui va traverser l'aéroport et sur quelle destination. Alors, en respectant le RGPD, bien évidemment, mais enfin, on a quand même des caractéristiques qui sont tout à fait déterminantes. Et donc, le fait de pouvoir tout simplement communiquer à une personne dans une boutique le matin en lui disant finalement, entre 14 et 15 heures, tu auras un pic de tel type de passagers qui ont une chance de dépenser tel type de produit chez toi, parce que je le sais en faisant parlant la donnée, a un vrai impact opérationnel. Okay. Peut-être une question un peu plus élargie, c'est pour Thierry et Nicolas, va-t-on vers une analyse en temps réel de ces données? Est-ce qu'on va vers du temps réel? C'est un peu justement la continuité de ce que vous disiez tous les deux. La donnée, elle est là pour prendre des décisions au final. Enfin, sinon, elle ne sert à rien. Et aujourd'hui, la donnée, elle alimente l'humain. Ce n'est pas encore des machines. Alors, ça peut arriver, qui peuvent prendre des décisions en temps réel, mais ça reste de l'humain. Si je vous prends l'exemple, et justement, ça va faire le lien avec les aéroports, la marque Cartier, typiquement, donc, qui est gérée par nos solutions, la fabrication, etc., mais aussi le SAV. C'est-à-dire que partout dans le monde, leur boutique ou leur SAV collectent des données sur les retours qu'ils ont de leurs clients. Et ce qui se passe, c'est que comme la fabrication est aussi gérée par notre solution, en temps réel, ils vont adapter les contrôles qualité qu'ils vont avoir dans l'usine par rapport au retour sur certains modèles. Donc typiquement sur de l'étanchéité, sur l'emboîtage, ce qu'on appelle les mouvements quand ils sont mis dans les boîtes. Il y a des couples de serrage qui sont appliqués, etc. Il y a des contrôles particuliers qui vont être appliqués en fonction des différents retours qu'il y a à travers le monde. Voilà. Ça, c'est un peu la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, après, je ne sais pas si c'est un enjeu de temps réel ou finalement de latence. Parce que ce qu'on voit, nous, c'est que dans l'aéronautique, dans l'énergie, souvent, alors dans l'aéronautique, les données de vol, elles sont collectées, elles sont transmises une fois au sol. Et sur l'énergie, et pour rebondir sur quelque chose qui était dit précédemment, il y a des sujets de mise au point. Si je prends un fabricant de pompes à chaleur, son enjeu, ça va être, quand il installe, il y a des paramètres standards. Ces paramètres standards, il faut les faire évoluer au fil du temps. Et donc, c'est les enjeux d'ajustement qui sont importants. Et ça passe par d'abord de la visualisation. Et en fait, ce qu'on voit, c'est pas tellement de les avoir en temps réel, c'est de les avoir au moment où on en a besoin, mais de les avoir très vite à ce moment-là. Parce que, alors, je suis certain qu'il y a des cas d'usage où il y a besoin de données en temps réel, mais on va être souvent sur du pure monitoring, et nous, on le voit par exemple dans la banque, où là, c'est un vrai enjeu. Mais sur les enjeux industriels, où en fait, souvent, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi avoir des historiques profonds et de pouvoir comparer toutes les données, parce que c'est ça, sur le volume de données, qu'on va pouvoir faire des extrapolations et qu'on va pouvoir accéder à des sujets de mise au point à très grande échelle, sur des sujets, enfin voilà, il faut du big data pour avoir des modèles qui tournent, pour aller vers de l'AI. Et finalement, le problème majeur qu'on voit, c'est la latence qu'il y a, c'est-à-dire plus on a de données, plus il y a de latence dans les queries qu'on peut faire. Et ça, c'est souvent le gros problème. C'est ce qui fait qu'il y a un embouteillage pour les data analystes. Il y a plein d'équipes d'engineering qui vont voir les équipes data, qui leur posent des questions. Ça prend des heures, des jours, voire des semaines pour avoir des réponses. Et finalement, c'est ça le problème principal. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment l'enjeu de toute cette donnée. Quand j'ai des questions, comment je peux faire pour l'interroger, avoir des réponses très rapides, et même comment je peux éviter de passer par la case data analyst, parce que finalement, ça peut être un vrai goulet d'étranglement. Donc, par rapport à cette question-là, je dirais que c'est beaucoup plus un enjeu de latence et de pouvoir accéder à des réponses dans la donnée de façon instantanée quand j'en ai besoin, mais pas tellement au moment où la donnée est en train de tomber. Je ne sais pas. Alors moi, je voudrais réagir. En fait, nous, chez Renault, on a commencé par faire de l'analytique, en fait, finalement, de stocker de la donnée, avoir de la disponibilité sous 30 minutes. Et en fait, de plus en plus, on nous demande de l'usage en temps réel. En fait. Ça veut dire que... Alors, typiquement, l'énergie est un super sujet, là. On a passé, finalement, le début de la guerre en Ukraine avec un prix de l'énergie qui s'est envolé. Et en fait, nous, on a développé un tableau de bord temps réel avec des données. En fait, on prenait les données qui passaient sur le flux, là, et on les affichait en temps réel, des données de consommation machine. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait des machines, tout simplement. Je vous donne des gains très simples. On avait une machine qui faisait de la cuisson de résine là, dans les moteurs électriques. Là,
Et en fait, la machine, le four, il fonctionnait en permanence. Personne ne l'avait vu. 80 kW qui partaient en fumée pour personne. Donc en fait, des usages en temps réel, en fait, vous avez cette vision-là. Vous avez l'affichage. Vous pouvez faire sur toutes les nouvelles lignes aujourd'hui sont équipées de compteurs connectés. Donc on a la visualisation de la consommation. Et cette visualisation, ça permet de prendre des actions instantanées. Et vous pouvez réagir. Et typiquement, le soir, quand le chef d'équipe quitte l'atelier, il fait une passe sur le tableau de bord et il voit bien que les machines, elles sont toutes arrêtées et qu'elles ne consomment pas outrageusement ou supérieur à ce qu'on a l'habitude de voir dans ces trucs-là. Donc la donnée, au début, on est bien parti sur la même logique que ce que tu expliquais là. On a bien de données analytiques, on passe par des data analystes qui font de l'analyse. Mais finalement, à un moment, c'est que si on veut que ça se déploie rapidement, il faut aller chercher d'autres usages. Et les autres usages, c'est soit de l'affichage en temps réel, soit une mise à disposition des données pour que tout le monde puisse faire des tableaux de bord. C'est aussi notre approche. Et en usine, en fait, on a ces besoins-là. En usine, en fait, aujourd'hui, on a un espace de données qu'on appelle SSBD, donc Self-Service Big Data chez nous, là. Et en fait, tous les intervenants usines peuvent faire leur propre tableau de bord. Aujourd'hui, on a à peu près 12 000 tableaux de bord. Et il y en a les 80% qui sont faits par les usines elles-mêmes parce qu'elles ont besoin de visualiser des données d'une certaine manière qui n'est pas forcément celle que le data analyst en corporate a eu l'idée de faire. Donc en fait, on multiplie les forces à disposition pour faire de l'exploitation de données et comment finalement tirer de la valeur encore plus rapidement en fait. Oui, j'ajouterais aussi un petit mot. Le temps réel, c'est presque la raison d'être d'un aéroport, hein, puisque, encore une fois, c'est la gestion d'aléas et la ponctualité. Et finalement, l'enjeu, c'est, pour nous, aujourd'hui, on le voit très important sur la capacité à partager ce temps réel entre les différents intervenants et à le faire de façon compréhensible et réconcilier, j'ai presque envie de dire, entre les différentes sources de données qui apparaissent. Donc il y a l'enjeu du temps réel, et un enjeu de temps réel, c'est aussi un enjeu de robustesse des infrastructures. C'est pour ça d'ailleurs que Hub One est très impliqué dans la 5G Pro, parce que ça permet d'avoir une robustesse de l'échange en temps réel. Et puis ensuite, il y a le partage de cette donnée qui doit être compréhensible de la très grande diversité des intervenants qui vont la consommer. Donc ce n'est pas forcément une donnée extrêmement complexe. La complexité est plutôt dans son échange, dans le fait qu'elle est compréhensible par l'ensemble des intervenants et par la robustesse de cet échange. Très bien. En guise de conclusion, peut-être qu'on ouvrira à des questions, c'est Global Industries réunit de différents industriels. Je pense qu'il serait bien que chacun de vous donne le conseil. Comment débuter avec la data? Comment débuter avec la donnée dans son industrie? Oui, du coup, puisque j'ai la parole, donc nous, très clairement, plus ça va, plus on s'aperçoit que c'est vraiment la définition du cas d'usage en relation avec les gens de terrain qui est la plus efficace. Parce que finalement, on peut très vite se faire assez embarquer par la technologie, par une réflexion IT, par toutes les promesses de l'IA. Comme tu le disais justement tout à l'heure, si ça ne sert pas à la fin de la chaîne un humain qui fait une action, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment partir de cela et construire à partir de ce cas d'usage le besoin de données et d'échange de données qui y est associé. Thierry, oui. Je crois que c'est peut-être un peu le mantra depuis le début de ce qu'on a discuté, enfin une partie en tout cas. Clairement, c'est de l'avoir de la donnée par rapport à des cas d'usage du terrain, quoi. Je crois que les meilleures personnes qui peuvent définir ça, c'est les gens côté amélioration continue. Hein. C'est eux qui sont justement à essayer d'améliorer les process à l'intérieur de l'usine, au sein de la supply chain. C'est eux qui ont cette vision-là et avec l'IT, bien entendu, d'arriver à mettre en place aussi une architecture de données. On parle des fois d'UNS, Unified Namespace ou d'autres types de technologies qui permettent justement d'avoir ces catalogues d'adresses. Mais toujours en se focalisant. On est très chez Tulip Lean, je vous l'ai déjà dit, mais sur cette méthodologie des petits pas. J'ai un besoin, qu'est-ce qui m'adresse, c'est quoi mon principal challenge, voilà qu'est-ce que je vais faire, et je vais mettre une architecture qui va être capable d'évoluer à travers le temps pour adresser mes besoins des 10 prochaines années, ça c'est clair. Renaud? Alors moi je vais proposer une approche un petit peu différenciante, parce que chez Renault on n'est pas parti sur cette logique-là de dire je pars d'un use case et je vais faire ce use case. Donc je vais connecter la machine, je vais récupérer les données qui m'intéressent
et je vais le faire. Non, en fait, on est parti d'une autre logique. La logique qu'on a utilisée chez Renault, c'est de se dire, une machine, elle a plein de données. Donc on va modéliser ces données-là, et on va se dire qu'aujourd'hui, on imagine un use case. On part d'une logique en se disant, j'ai un use case en tête pour lancer le sujet. Mais l'idée, c'est de se dire que toutes les données de la machine, elles peuvent servir. Soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain. Et en fait, l'idée qu'on a eue, nous, c'était de se dire, une machine, autant mettre à disposition toutes les données. On a utilisé une technologie, alors qui n'est pas tout à fait UNS, parce que UNF, c'est derrière MQTT, mais c'est la technologie OPCUA qui est présente dans le stand, qui est juste derrière, là. Et cette logique, elle permet de se dire, j'ouvre et je ferme individuellement chaque donnée. Ça veut dire que, typiquement, j'ai un use case autour de la maintenance conditionnelle des robots sur des usures de réducteurs. Et je vais aller collecter les données des axes, les données de couple là, sur les axes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et finalement, quand on regarde un robot industriel, c'est à peu près 1500 paramètres. Je ne vais pas les collecter, ça ne sert à rien. Par contre, je vais faire le choix de collecter les 20 ou 30 paramètres qui m'intéressent et je vais les afficher. Et puis après, finalement, nous, on s'est aperçu qu'avec le temps, en fait, on a plein d'usages, de nouveaux usages qui arrivent. On a trouvé des économies d'énergie parce qu'on avait des données d'énergie qui étaient disponibles. Donc, on a ouvert les tuyaux pour ces données d'énergie. On a découvert qu'on pouvait avoir les temps de cycle. Donc, en fait, on pouvait récupérer les données des trajectoires. Chaque trajectoire, à quel moment elle commençait. Donc, on savait lire les dérives de temps de trajectoire. Donc, définir si on avait des grippages d'axes, des choses comme ça. Donc, tous ces éléments-là, en fait, nous, on est parti d'une logique où on s'est dit, nous, une machine, si on la connecte, on rend les données potentiellement disponibles. On les collecte, on souscrit ou pas aux données en fonction des usages que l'on a. Mais l'idée, c'est qu'on a une banque de données potentielle pour le futur qui permet de se dire, demain, j'ai un nouveau cas d'usage, j'ai une idée géniale, j'ouvre tout, je regarde, j'analyse sur un robot, ça marche, j'ai trouvé la cause, le moyen de détecter la défaillance ou améliorer le process, et je suis capable de le déployer sur tous les robots de la planète de Renault. C'est ça aussi qui est important chez nous. On a visé la scalabilité en même temps que la standardisation. Et on pense que nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand on parle de données industrielles, on parle d'une donnée qui est quand même très à part par rapport à tout un tas de types de données simples. Et donc, c'est des données du monde réel qui ont souvent plein de défauts. Donc, il peut y avoir des coupures, des trous, des doublons, beaucoup de choses qui rendent la donnée très difficile à analyser à très grande échelle, justement. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est au départ, il y a un peu la tentation de se dire, si je prends une base SQL, je fais un peu de Python, je vais arriver à bricoler un truc. Et ce qu'on voit énormément, c'est que dans la première phase, le bricolage marche très bien, sauf que ça ne scale pas. Et non seulement ça ne scale pas, mais ce n'est pas qu'un enjeu il faut développer plus, c'est qu'en fait, il faut repenser l'architecture. C'est pour ça que je pense que ce qui est essentiel dès le départ, c'est de partir avec la bonne architecture. Parce que dans notre cas, on fait beaucoup nos clients ont des sensors, et donc c'est de la donnée de capteurs. Et en fait, c'est des time series. Et si on ne traite pas les données comme des time series dans beaucoup de cas, on va se retrouver à devoir complètement casser son architecture. Et selon la taille de la boîte et sa culture, ça devient très très dur de renverser tout ça. Attendez. Exactement. Je disais, typiquement, je suis confronté à ces cas de figure. Le danger, c'est de ne jamais initier tout ça, cette transformation et cette nouvelle manière de gérer la data. Ouais. Quand le programme, le projet peut être extrêmement lourd, effectivement, vous avez bien répondu à cette question. Tout est très compartimenté aujourd'hui. Il y a des bonnes pratiques en fonction des services. On sort un peu des ateliers. Moi, je suis en fonction support en supply. Aujourd'hui, chacun fait avec les bouts de ficelle qu'il a, ouais. Notamment dans l'aéro. On est équipementier premier rang, et même si on est au top de la technologie, on travaille toujours avec Excel. Donc effectivement, c'est des sujets qui reviennent depuis maintenant 10 ans, je pense, à peu près, où on s'était dit qu'on allait initier cette transition sur l'extraction, la transformation et le chargement des données pour pouvoir les exploiter par suite. La vérité, c'est que sur le terrain, enfin dans les bureaux plus précisément, c'est difficile de sortir de ce paradigme du fait d'être compartimenté et d'attaquer ces nouveaux process. Et vous avez évoqué l'intervention des gens et des ingénieurs de l'amélioration continue. Je pense que c'est le levier, justement, pour pouvoir potentiellement aller vers ce nouveau paradigme. Merci, bonsoir.
Mais je suis content d'avoir pu échanger avec vous parce que chaque fois que vous évoquez quelque chose, je retrouve absolument tous les problèmes que j'ai dans ma SBU et ça fait vraiment très plaisir de se sentir concerné. Merci. Alors. Donc, l'année prochaine, vous serez sur scène avec nous. Profitons de cette ouverture. Y a-t-il d'autres questions? Non. Non. Bon. Allons-nous vers une conclusion, mais avant de conclure, il y a une question quand même, c'est et l'humain dans tout ça. Y a-t-il des résistances à ces nouvelles technologies, à la donnée? Y a-t-il des résistances, Nicolas, sur la data, sur l'utilisation de la data, au niveau des chaînes de production? Y a-t-il des résistances? On rejoint le lean encore. Ouais. Nous, les résistances, ça va dans le sens de cette discussion, c'est-à-dire que c'est un sujet complexe où soit il est adressé de manière trop simpliste et ça crée un point de blocage, mais donc du coup, le sujet ne voit jamais vraiment le jour. Et pour nous, le sujet, c'est à la fin, un projet de data n'a abouti que si un maximum de personnes a accès aux données dont ils ont besoin pour faire leur travail. Et finalement, c'est ça qui est compliqué parce que ce qu'on voit, c'est une proportion énorme de projets qui n'arrivent pas à ce stade-là. C'est-à-dire qu'il y a un projet data, il y a de la donnée, elle est collectée, elle est un petit peu diffusée, il y a quelques KPI, mais par rapport à ce qui pourrait être fait, on est souvent un petit peu bloqué. Donc, soit on part très vite dans une impasse, soit ça ne se lance jamais parce qu'on part sur un projet qui peut être toujours plus complexe. Et donc finalement, ce point de départ, c'est sans doute, de notre point de vue, la complexité majeure. Parce qu'à contrario, quand on a une architecture qui fonctionne bien, qui est scalable, qui n'a pas de latence, on peut aller extrêmement vite. Et c'est ce qu'on voit, nous, avec certains de nos clients, qui, en quelques mois, changent radicalement et arrivent parfaitement à devenir data-centric. Parce que finalement, être data-centric, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même qu'un maximum de gens peut prendre des décisions grâce à la donnée et que la donnée, ce n'est pas juste quelque chose de périphérique dans l'entreprise où on se dit c'est cool, il y a des équipes data, mais en gros, la data reste beaucoup dans les équipes data. Or, les seuls qui n'ont pas besoin de la data, c'est les équipes data. Ceux qui ont besoin de la donnée, c'est les équipes métiers. Et nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est ça. Donc, la vraie difficulté, c'est comment on fait sortir la data des équipes data pour que l'ensemble des BU prennent des décisions basées sur les données. Chez Renault, comment l'humain est-il géré? Alors, chez Renault, moi, je vais un peu parler de notre expérience. En fait, on a lancé le projet, on l'a lancé en sous-marin. Moi, j'avais 2 sponsors pour lancer le projet. Et ces 2 sponsors étaient d'accord, mais en fait, tout le reste autour n'était pas d'accord, en fait. Donc, on a lancé. On a travaillé un peu en chambre. Hein. Moi, il faut savoir, c'est que c'est pas instantané une transformation digitale. En fait, vous le faites avec du temps. Comme on le disait, l'architecture, elle est primordiale. C'est-à-dire que vous avez une architecture. Si vous visez de la scalabilité, il faut trouver l'architecture qui permet de faire de la scalabilité, qui permet de dire, la scalabilité, elle s'adresse aussi bien sur la notion de collecte, mais sur la notion d'utilisation. C'est-à-dire que vous faites un cas d'usage pour une usine, vous avez envie que finalement ce cas d'usage, il aille dans toutes les usines de la même façon, sans faire de travail, sans reprendre tous les algorithmes et tout ça. Donc en fait, il y a un travail de chambre en fait, où on bosse sur une infra et sur la mise en place de ces infras qui est primordiale. Donc nous, ça a mis à peu près 3 ans pour être mis en place. Et après, à partir de ce moment-là, nous, on avait commencé à avoir des discussions avec les usines, les opérationnels pour le mettre en place. Et donc on a attaqué par le niveau opérationnel. Et finalement, on a eu des échos qui étaient plutôt positifs. Et seulement au bout de 3 ans, on a eu tout le top management qui s'est emparé du sujet en disant c'est une success story interne, il faut déployer, il faut y aller. Mais sauf que finalement, l'élément qui était sympa, moi j'ai pesté parce que je n'avais pas de publicité sur ce que je faisais, mais ce qui a été sympa finalement, c'est ces 3 ans en chambre nous ont permis d'avoir quelque chose qui était cohérent, qui marchait et qui pouvait passer à l'échelle. Donc ça veut dire que là, une fois qu'on a eu les top managers se sont emparés du sujet, après c'était que du déploiement et c'était que de l'incitation des usines et des comités de direction dans les usines qui poussaient la logique et qui l'emmenaient finalement. Mais les opérationnels sur le terrain étaient déjà engagés et donc ils avaient déjà les prémices et derrière, finalement pour eux, c'était un go de leur patron pour dire c'est bon, on y va maintenant, tout le monde y va. Et c'est vraiment une décision data-driven de l'entreprise où on pousse cette logique-là et elle est partagée par tout le monde. Et un élément aussi qui a fait basculer finalement la logique, c'est qu'on a mis, finalement on a dit la donnée, c'est un peu ce que disait, la donnée elle est accessible à tout le monde. Nous on avait des tableaux de bord pour montrer finalement le top des usines connectées.
On avait des tableaux de bord qui disaient telle usine a tant d'équipements connectés, telle usine a tant. Et comme vous structurez la donnée, vous pouvez monter des tableaux de bord qui fonctionnent en automatique, accessibles par tout le monde. Et c'est là l'intérêt finalement d'avoir une sémantique unifiée, une logique de dictionnaire. C'est quand la donnée elle arrive, elle est automatiquement prise en compte et vos tableaux de bord sont mis à jour et vous avez tout gagné, en fait, tout gagné. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, c'est exponentiel la connexion des machines parce que les usines s'en sont emparées. Les automaticiens dans les usines sont importants. Hein, ce n'est pas qu'une logique ASIT, c'est une logique OT, ASIT, métier. Tout le monde est embarqué dans l'aventure. Si vous oubliez quelqu'un, votre sujet il est mort et il a peu d'intérêt et pas d'avenir en fait. Et donc en fait derrière ça, au fur et à mesure, on a eu des résistances de patrons qui ont dit nous on s'est fabriqué des moteurs depuis des années, pourquoi vous voulez de la donnée? Au fur et à mesure qu'on a montré à travers des exemples et des utilisations, on a transformé les gens et aujourd'hui il n'y a plus personne ne met en cause finalement cette logique de données. On a un plan qui s'appelle Power 2027 là, où on a 100% des machines connectées et tout data-driven pour l'entreprise. Donc vraiment, on a une logique de transformation qui a passé finalement ce step de maturité qui fait que c'est déployable et tout le monde s'est emparé du sujet. Chez ADP, comment on embarque tout le monde, si je puis m'exprimer? Alors, nous, je vais m'intéresser au partage de la donnée parce que le sujet que l'on traite, c'est bien celui de digitaliser des opérations qui impliquent plusieurs entités, plusieurs entreprises. Et donc les freins sont moins technologiques que des freins de confiance parce qu'il y a beaucoup de craintes concernant le partage de la donnée. Entre ceux qui considèrent avoir une donnée avec une valeur extrêmement forte et qui ne sont donc pas prêts à la partager, entre ceux qui ont peur qu'en partageant de la donnée, il puisse y avoir des problèmes d'équité. Par exemple, si je suis un opérateur et que j'ai 56 prestataires différents, ils sont parfois en appel d'offres, et donc si je favorise l'un par rapport à l'autre, ça peut poser problème, etc. Bon, et finalement, qu'est-ce qui vient résoudre ça? Ce sont souvent des contraintes. Alors, soit des contraintes liées à des grands projets, on l'a vécu au moment des Jeux Olympiques, où il a fallu réussir à faire des choses nouvelles et à digitaliser de façon plus moderne pour un événement extrêmement spécifique. Il y a eu des vraies réussites là-dessus, en particulier sur la prise en compte des passagers à mobilité réduite. Et puis dans le cas de plus petits aéroports que les aéroports parisiens, ceux qui finalement ont des contraintes de ressources, par exemple écouler 7 ou 8 millions de passagers avec une seule piste, et bien finalement la digitalisation s'impose comme étant une véritable solution pour faire face à un manque d'infrastructures. Voilà, d'infrastructures béton, de pistes, voilà, etc. Donc c'est sur ces deux leviers que l'on joue. C'est la digitalisation face au manque d'infrastructures et la digitalisation pour avoir des sauts de qualité, en particulier lors de grands événements. Peut-être avant qu'on conclue, chacun ouvrir à la salle s'il y a des questions. Des questions? Non? Ah. J'ai juste une question peut-être pour vous, Renaud. Est-ce que finalement, après ce projet où vous avez été à large échelle sur de la connectivité et de la remontée de données, vous avez un feedback global de type ROI? Enfin, en gros, est-ce que c'est finalement rentable ou est-ce que finalement il y a une collection de gens qui sont convaincus mais on n'a pas fait le calcul, entre guillemets? C'est un peu pour ma culture, mais ça m'intéresse. Non. Il faut savoir que l'automobile, c'est une industrie à faible revenu, en fait, et faible marge. Donc, tout ce qu'on fait, c'est assujetti à des ROI. Donc, et en fait, aujourd'hui, on est sur des ROI de 14 mois. Donc là, ce projet-là, du fait de la mise en place de l'infrastructure, on a considéré que la mise en place de l'infrastructure, la connectivité des machines, c'était un enabler. Et donc cet enabler-là a été partagé au niveau de l'entreprise. Et c'est la transformation de la donnée qui a fait qu'on avait des gains. Et les gains, ils sont très, très conséquents. Très conséquents. Je ne vous donnerai pas le chiffre, mais ils sont très, très conséquents. Et si vous pouvez regarder sur les comptes rendus de Renault, là, des Investor Day, il y a des chiffres qui apparaissent autour de 350-400 millions d'euros. Voilà, c'est le programme, il a amené ces gains-là. Et c'est des gains autour de l'utilisation de la donnée. Alors, pas que de la donnée industrielle, hein, c'est comment on matche des données de tout type pour aller chercher des gains. Les problématiques de qualité, les problématiques d'industrie. Et en fait, c'est comme on match toutes ces données-là qui fait qu'on a des gains d'entreprise qui sont conséquents. Thierry, un petit mot de la fin?
Oui, juste sur l'acceptation de la donnée, parce que je n'avais pas répondu. Nous, ce que l'on voit beaucoup chez les industriels avec lesquels on travaille, c'est une donnée acceptée, en fait, c'est qu'il y a une donnée qui facilite la vie de l'opérateur ou des gens qui sont dans l'atelier au niveau de la supply. Aujourd'hui, quand nos clients nous disent j'ai pas eu besoin de les former, ils ont utilisé la solution et ils l'adoptent et ça leur facilite la vie, voire ils donnent des idées d'amélioration, on a tout gagné. Et c'est là qu'il y a des gains aussi. Alors il faut les quantifier, il faut les mesurer, bien entendu. Mais déjà, quand l'atelier adopte la solution, généralement, ce n'est pas juste pour leur plaisir, c'est que derrière, ça améliore la productivité et voir la dynamique au sein de l'atelier. Et ça, je crois que c'est tout gagné, quoi. Merci. Sauf si l'un de vous veut ajouter un mot de conclusion ou quelque chose. Autrement, je remercie la salle. Merci aux participants. Et puis, place à la prochaine table. Alors, merci. Je vais introduire la prochaine table puisqu'il y a un lien avec tout ce que nous venons de dire. C'est bien beau d'avoir de la donnée, de la data. Si cette data n'est pas protégée, il risque d'y avoir des dangers. Donc la prochaine table ronde va réunir des panélistes qui vont motiver, qui vont vous expliquer pourquoi il est essentiel de protéger vos infrastructures pour mieux utiliser vos données. Voilà. Merci beaucoup.